R22 tout le monde, antenne Kiasma. Kiasma. Ça veut dire quoi, Kiasma? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, Kiasma, c'est un mot qui est grec, qui veut dire croisement, qui a donné comment dire, le chiasme notamment, et en tout cas qui est une racine qui va signifier ceux qui se croisent. Alors ça peut être aussi ceux qui s'inversent. Alors on sait que le chiasme optique, c'est aussi la manière dont les nerfs optiques se croisent pour redresser l'image qui s'imprime à l'envers sur le fond de notre rétine, donc qui remet les images dans leur ordre. Après, moi, ce qui m'intéressait avec le mot chiasma, et dans tous les titres que je choisis, j'ai toujours le désir qui est à la fois un rapport au sens, mais aussi une espèce de rapport à la forme. Il y a quelque chose qui, quand même, paradoxalement, est une racine grecque, donc qui comment dire, une chose qui entretient une proximité avec la langue française, tout en ayant un espèce de côté oriental comme ça qui m'intéressait, parce que pas mal de gens pensent que c'est un mot vraiment étranger, et ça me espèce d'étranger inscrit dans l'inconnu inscrit dans le connu, moi ça m'intéresse beaucoup. Dans le bâti. Voilà, donc le mot devait pouvoir être un espèce d'objet autonome, comme la plupart des titres sur lesquels je travaille m'intéressent toujours comme autonome de ce qu'ils nomment, en fait. Ouais, à titre d'énoncé en lui-même, quoi. J'ai une liste de tous les titres des expositions, c'est vrai qu'ils sont assez beaux. Enfin, moi, ils m'ont toujours beaucoup plu, en fait, et je les considère indépendamment des expositions. Et donc, il y avait eu Anthologie des colonies, après Trafic de légendes, Un envoûtement de l'histoire, Un territoire sans carte, Le désordre naturel des choses. Celle-là, elle n'a pas eu lieu, mais j'imagine que c'est peut-être un énoncé pour une... Peut-être ça pourrait peut-être nommer l'exposition de Dérault aussi. Bah, c'est une formule qui est reprise dans ce titre-là, en fait. Soudain, c'est comment le titre de Dérault, l'exposition de Dérault qui a en ce moment... Soudain, un léger mouvement dans l'ordre naturel des choses. Ouais, voilà. Donc là, c'était le désordre naturel des choses. Parce qu'en disant le soudain, du coup, on donne l'impression qu'il y a une espèce d'actualité de l'événement, donc le titre, il perd sa valeur de généralité pour devenir une espèce d'événement, un titre avec soudain à l'intérieur, ça m'intéressait, ça crée une temporalité qui est assez inhabituelle dans un titre. Parce que du coup, il est toujours reconduit, il est toujours soudainement, hein. Donc là, il y a l'idée de l'apparition sur laquelle on a beaucoup travaillé ensemble. Ouais. L'idée, en tout cas, que les choses, elles étaient au seuil toujours, elles sont toujours dans le soudain. Et pour moi, en fait, elles trouvent une espèce de nature différente, c'est-à-dire qu'elles sortent de l'ordre du général, donc une espèce de rapport phénoménologique en quelque sorte, pour être quelque chose qui sans cesse apparaît. Donc pour moi, c'est aussi à voir avec la question de la révolution, en fait. C'est-à-dire La révolution permanente. Voilà. Qui donc sans cesse apparaît. Ouais. C'était aussi le sens de, comment dire, presque inversé du titre Mandrake a disparu. Ouais, alors ça, c'est un titre que on reviendra sur la révolution permanente et sur qui pour moi renvoie vraiment à la vie de l'institution en fait, qui est comment maintenir une institution. Alors donc, Kiasma, donc c'est une association, loi 1901, créée en 2001, mais le lieu lui est créé en 2004. Qui existe dans le bâti de la rue Chassagnol, ancienne rue à l'époque de petits artisans, petit artisanat, donc les Lilas qui se différenciaient de Montreuil qui était là plutôt le bastion ouvrier, tout ça. Et donc Kiasma, on était sur la révolution permanente, c'est ça, et ensuite Cette question-là, en fait, de l'institution, je crois que tu voulais revenir au fait qu'il y a des éléments formels solides dans la constitution, c'est-à-dire autant structurels, associatifs que bâtis. Et pourtant, il y a la question d'essayer de s'intéresser à ce qui est toujours en mouvement. Ouais. Comment on maintient un lieu... Enfin, c'est un lieu... Ça fait 10 ans, combien d'ans 10 ans, ça a fêté les 10 ans l'année dernière. Et c'est une question un peu générale. Donc toi, tu es directeur de la structure. Mais comment est-ce qu'on maintient un lieu depuis 10 ans? C'est-à-dire comment on renouvelle les enjeux? Donc ça demande je sais pas, si c'est tous les ans, tous les 2 ans, de refixer. Est-ce qu'il faut refixer les objectifs?
parce qu'il y a un fonctionnement de base dans toutes les structures, mais le problème dans toute organisation, enfin collective, c'est un moment quand c'est les choses ont tendance, c'est la vie, comme ça, à se stratifier, les choses deviennent chroniques un peu, et il y a comment on casse le train-train en gros d'une structure comme ça. Ben moi, je vis ça de façon de manière extrêmement différente de plein d'autres gens. Pour déjà une raison principale, c'est que je m'inscris pas dans une carrière en particulier. Quoi, j'ai pas d'intérêt pour. Je fais pas une carrière dans l'art. Je ferai pas tout mon parcours dans l'art et j'ai pas d'intérêt pour la question de la carrière dans l'art. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas en fait. Donc de ce manque d'intérêt, moi c'est presque l'inverse. C'est comment on fait pour essayer de faire un truc qui tient debout quand on n'a pas du tout d'intérêt pour ceux qui se stabilisent. Donc moi j'ai un intérêt simplement qui est lié à la question de la recherche, d'essayer de comprendre les processus de la société à travers un point de vue qu'il faut toujours refonder pour arriver à voir quelque chose. Donc si on met comme nécessité de réussir à comprendre les processus de société à partir d'un point de vue qui serait celui d'un lieu comme ici, il est nécessaire de sans cesse le refonder, mais pas, comment dirais-je, pas comme une technique, mais comme une nécessité, qui est très simple. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de casser le train-train parce que j'ai jamais vécu ce que je fais comme un train-train. Après, ce qui est très difficile, c'est d'organiser les choses avec des gens qui viennent faire un travail. Et moi, je suis quelqu'un qui suis pas très attaché à cette question du travail, dans son logique du salariat et de son organisation sociale. Je trouve que au bout d'un moment donné, on a socialement stabilisé cette manière-là de s'organiser dans nos activités et on a finalement en tout cas actuellement, et on arrive un peu au bout de ça, c'est cette chose-là qui s'est rifiée. C'est l'activité humaine, elle est devenue extrêmement, comment dirais-je, stéréotypée. Et que on n'a pas l'impression qu'on agit sur ces paramètres-là, alors que si tu regardes l'histoire de l'activité humaine, ça n'a eu de cesse d'évoluer dans plein de manières différentes. Là, on a une phase de réification d'une modalité, de rapport au revenu du travail. On travaille, on a un certain nombre d'heures, elles nous sont payées, voilà, il y a le temps qui est libéré en fonction de ça. Il y a eu un ensemble de luttes pour que les gens aient quand même du temps en dehors de ce moment de travail, qui est donc un terme, de toute façon, qui porte dans sa racine une forme de souffrance. Oui, de souffrance, voilà, qui renvoie. Mais non, mais il y a une autre définition du travail, qui vient du terme négoce. Et le négoce, c'est la négociation. Et en fait, gaussium, je fais un petit coup d'étymologie comme ça, puisque tu en as fait au début, je vais me venger. Gaussium, c'était la loisiveté. Et donc quand on dit de négocium, ça vient en tant que négation de l'oisiveté. Donc c'est pas du tout associé à l'idée de souffrance. Mais ce que je veux dire, c'est que l'oisiveté est première. C'est rigolo. C'est ce que j'avais un copain qui disait, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine en fait. C'est vrai. C'est pas le dernier. Donc c'est à partir de ce dimanche que se fonde le reste. Voilà. Mais donc moi je trouve ça plus excitant de partir de ça que de partir du tripalium, c'est ça? C'est ça. Mais toi tu bosses beaucoup, donc pour toi le travail est pas Mais moi j'ai pas de rapport à quelqu'un, et les gens ils vont dire mais vous savez moi je travaille parce que j'aime mon travail quoi. Moi j'ai pas de travail quoi. Donc je suis pas dans cet espace-là de pensée. J'ai jamais eu de travail et j'ai jamais cherché à avoir un travail. Moi j'ai une activité dans ma vie et cette activité elle est en rapport avec ma vie et je pense que la construction d'une activité dans la vie qui va englober donc un nombre de choses très varié, mais qui va construire l'activité, c'est-à-dire en fait la volonté d'avoir quelque chose qui correspond c'est une chose sur laquelle autant que faire se peut, on est intervenu, on a donné une forme. C'est un peu différent que d'avoir un travail. Parce qu'un travail, ça nécessiterait plein d'autres choses, de paramètres, la notion de progression, la notion d'ascension sociale et donc de carrière. Par exemple, les gens se disent voilà, du coup, t'as fait ça. Alors donc tu pourrais aller diriger là. Moi j'ai déjà eu des propositions, mais en fait moi assez paradoxalement, je fais ce projet de Chiasma parce que ça m'intéresse dans ce contexte-là précis. Je fais d'autres choses, mais alors du coup aller diriger un autre centre d'art ailleurs, ça c'est un truc qui m'intéresse absolument pas. Ah, voilà.
Ça c'est. Ça peut paraître super bizarre hein, comme Ouais. constat, mais j'ai absolument. En fait, moi, j'ai pas d'intérêt de manière générale pour l'art contemporain. J'ai que des intérêts particuliers. J'ai pas d'intérêt de manière générale pour ce que je fais, si ce n'est la manière dont ça se déroule dans un espace dans lequel moi j'ai. Voilà. Donc toi, tu fais pas d'équivalent parce que souvent, si on pense centre d'art, on pense à un terme assez générique et qui permet une équivalence en fait entre, on pourrait citer les autres centres d'art. Ouais, du réseau tram Voilà, notamment. voilà le réseau tram dans lequel est inscrit Casma. On pourrait se dire que tous ces lieux, mais et c'est assez courant. En fait, du coup là, on pourrait revenir sur le statut, donc c'est un statut associatif ici, et là il faut aborder deux questions, c'est à la fois le réseau centre d'art et à la fois le monde associatif. Puisque toi tu viens du monde associatif, je voudrais donc que tu m'en dises un mot sur, donc là ça va ramener ton histoire un peu personnelle qui précède en fait l'espace Chiasma. Euh, et parler aussi du qu'est-ce que c'est que d'avoir diriger un lieu qui est où tu n'as pas été nommé ici. C'est pour ça qu'on revient sur la question de l'équivalence parce que dans beaucoup de centres d'art les gens sont nommés Mhm. et souvent ils passent d'un lieu à l'autre et ce qui fait qu'ils peuvent demain tu seras nommé à la Villa Médicis Oui, c'est une peut-être. carrière, ça s'appelle une carrière. Voilà. Oui, c'est une carrière. Moi, j'ai dit que je m'inscrivais pas là-dedans, notamment pour cette raison-là, que j'ai pas été nommé. Je suis une espèce de Oui. travail d'autoproclamation, on va dire, comme ça, tu vois. Ouais. Euh, mais pour moi, j'ai pas. Mais donc, Tu peux affiner une pratique sans forcément aller rechercher l'endroit de la validation. Je crois qu'il y a une obsession, une chose qui est très difficile à dépasser en fait dans le contexte dans lequel on est, c'est qu'il y a une espèce de forme de validation, de faire pour de vrai. Moi, je me rappelle ma mère quand j'ai commencé à voir des portraits dans la presse ou ça, elle me dit ah, tiens le truc il existe pour de vrai quoi. Et comme plein de gens, elle disait un truc assez sensé. Tu peux faire une pratique très longue. À un moment donné, il y a des validations qui font que ça existe pour de vrai ouais. et qu'on a l'impression. C'est comme c'est des rituels on peut le voir aussi comme des rituels de passation. C'est-à-dire, Oui. et là, on reviendra sur la question du maître. Oui, mais le maître c'est autre chose Euh, pour moi en fait. Mais ça, ouais. on en parlera. Mais Ouais. moi, je C'est pense comme que. avoir la différence, tu veux, entre avoir un. Moi, j'ai eu une amie qui arrivait jamais à se trouver à faire un boulot payé, quoi. Qui aidait tout le monde autour d'elle. Et je lui ai dit, bah ouais, mais le jour où t'es payé, ça veut dire que tu passes dans un autre truc et que t'es reconnu pour ce que tu fais à un moment. Et donc, c'était pas le truc de lui dire, mais va bosser ou va te faire employer. C'était de dire à un moment le fait qu'il y ait une reconnaissance économique. Donc, c'est un peu comme l'article et tout ça. Ça aussi, je comprends que ça puisse dire quelque chose. Mais évidemment, si on est à l'arche. Enfin, Non, mais je pense qu'il y a un truc qui se joue autre part au départ. Ouais. C'est que quand j'ai commencé, donc moi j'ai pas étudié l'art, je fais des études de sciences. Mm. Quand j'ai commencé, et puis j'ai commencé finalement assez tôt à faire des structures, comme quelque chose qui me paraissait, et ça c'est quelque chose qui me différencie de beaucoup de gens, je pense, dans ma pratique, c'est que j'ai toujours pensé que faire des structures est plus facile que d'entrer dans les structures. Il y a des gens qui étaient autour de moi, très logiquement, là on était assez jeunes, moi j'ai fait mon premier projet d'édition, j'avais 19 ans, et on était tout un groupe d'amis. Bon, eux, ils avaient fait d'autres études que moi j'étais un peu isolé, mais il se trouve qu'ils étaient plutôt encore dans une aspiration, pour le coup, pour certains artistique, certains faisaient un peu de bande dessinée, d'autres écrivaient, tout ça. Et donc, leur grand truc était de se dire, on va envoyer ça à un éditeur. Donc, il y avait un peu ce rituel-là, les enveloppes, on envoie, on attend, on donnait on donnait des retours, tout ça. Moi, j'étais dans un environnement où je regardais, je disais ce que j'aimais, j'avais des amis qui étaient très proches. Ouais. Et puis, en fait, voilà, on a eu cet échange-là à un moment donné, puis j'aurais dit, mais vous croyez pas que ce serait plus simple de faire nous-mêmes un éditeur, en fait? Donc, ça paraissait plus simple seulement à moi. Ouais. Et cette remarque-là me poursuit jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai toujours trouvé plus simple de ne pas passer par un système de validation d'autres personnes quand on fait une chose différente, mais évidemment d'être dans une logique d'affirmation de sa différence, de construire donc un système de validation. Ouais, mais ça veut dire en recréer un par ailleurs. Puisque donc maintenant tu travailles avec des artistes que d'une certaine manière qui sont quand tu les invites ils sont aussi reconnus par une autorité que tu as su constituer
Et pour moi, par exemple, qui par ailleurs publie des bouquins, l'autre jour, je parlais avec ça d'une fille qui publie. Elle me disait c'est génial. Maintenant sur Internet, tu publies toi-même des trucs. Je sais plus comment ça s'appelle sur c'est pas Amazon, mais Oui, on imagine. tu t'envoies ton machin, il te revient comme ça et les gens peuvent l'acheter. Et je lui dis mais elle me disait mais comme ça j'imprime à 300 exemplaires, je vends à 300 exemplaires. Et moi je lui dis mais moi ça m'intéresse pas si j'ai pas un relais, c'est-à-dire une structure d'accueil qui fait que ce que j'ai bossé à un moment est mis en partage d'une certaine manière et que c'est cette manière-là qui m'intéresse et ce qui va faire la différence entre un lieu et un autre. C'est cette manière de mise en relation, tout ça. C'est ce qui fait, et donc là, c'est ce qui fait que pour moi, une œuvre d'art est pas la même d'un lieu à l'autre, même si l'œuvre est la même. Et moi, en venant à l'espace Casma, ça m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus, parce que je me sentais, je sais pas pourquoi, mais ici, je me sentais tenant d'une histoire du lieu, c'est-à-dire que comme je venais voir les expos et que moi j'en ai fait moi-même une ici, faire cette expo-là après qu'il y ait eu ça et ça et ça pour moi, ça rentrait dans il y avait Oui, mais donc tu vois bien qu'il y a une participation au projet qui est de nature un peu différente. Ouais. Moi, je vais ajouter un truc qui est quand même assez important parce que je pense que il est important parce qu'il est invisible et il est même fondamental parce qu'il est invisible. Moi, j'ai pas souhaité en fait m'inscrire dans ce système-là au départ parce que très clairement à l'époque, de manière justement sans fioriture, je dirais que j'en mets presque plus aujourd'hui. Il y avait une problématique de classe pour moi. Je voulais pas. Toi, tu vois peut-être un système qui te semble fluide de validation, mais moi, je voyais que l'édition parisienne était tenue par les classes supérieures blanches et tout. J'avais absolument pas envie de leur demander quelque chose. Et ça, j'ai vraiment gardé ça jusqu'à aujourd'hui. C'est un truc qui est très profond chez moi et qui est un rappel que je fais pour rappeler que la constitution du nous ne peut pas se faire en fait en faisant la violence à certains, quoi. Tout le monde trouve ça. Et que il faut aussi comprendre que c'est un chemin qu'il faut faire ensemble pour être un nous, comme on a pu le faire avec certaines personnes ici. Mais tu vois, c'est pas non plus un truc qui se autodéclaratif, quoi. Il faut le faire, le chemin, et après on peut considérer effectivement que, moi je le considère ici, le lieu, il doit à un certain nombre de gens, à plein d'endroits différents, des gens qui ont travaillé ici, comme des gens qui ont montré des formes, et qui a une espèce de, c'est pas tant un lieu propriétaire qu'une espèce d'aventure dans laquelle les gens ont contribué. Mais ça ne se fonde pas dans une déclaration. C'est pour ça que je te disais aussi, tu l'as repris dans un texte, je disais que pour moi la bienveillance ne peut pas être souhaitée. Voilà. La bienveillance, c'est une conséquence d'une relation. Et effectivement, on peut avoir envie d'arriver à ça, mais si on le souhaite, alors on crée ce que produit, je pense, moi, les classes dominantes, je dirais progressistes en France. Ils souhaitent une bienveillance, c'est-à-dire qu'ils produisent une violence pour y arriver. Et ils refusent en fait de le voir, ça. C'est-à-dire quelque part, ils embarquent avec eux un nous qui est un nous forcé, et que s'il n'existe pas, donc si une chose n'existe pas, si on lui donne pas des conditions d'émergence, la faire exister de force, c'est quelque chose qui nous revient au visage, quoi. Donc de ce fait-là, le processus de Casma, il est long aussi, parce que quelque part, il se fait sans rien viser. C'est-à-dire que moi, le lieu tel qu'il est aujourd'hui, je ne l'ai pas imaginé, j'avais pas d'objectif, j'ai jamais été inspiré par les autres centres d'art, tu vois, j'avais pas d'objectif en me disant je veux faire un centre d'art. C'est une expérience qui prend une forme et elle prend cette forme-là. Ce que tu dis, c'est dans l'international, c'est producteur, sauvez-vous vous-même. Non, mais en tout cas, il y a l'idée, effectivement, déjà, de mettre la priorité, c'est-à-dire au fait de ne pas faire allégeance à un système constitué, quitte à faire une chose nouvelle, alors essayer de la penser d'une manière totalement nouvelle. 2, apercevoir, et là moi je l'ai aperçu assez tôt, et j'en ai trouvé les arguments en chemin, parce que c'est pas du tout un truc que je portais théoriquement au départ, et que j'ai appris à réfléchir en faisant le projet. Comme tous les projets, même y compris artistiques que je fais aujourd'hui, je le dis toujours, ce sont des outils pour réfléchir, et c'est pas le résultat d'un concept. Le travail d'exposition, c'est le travail de recherche pour arriver à une idée. Et de fait, les expositions, c'est une réflexion où il y a un peu plus de chair sur l'os, parce que je suis pas philosophe, j'ai pas une pratique comme ça, et donc j'ai besoin d'intercesseurs, l'exposition, le film ou la production ou la collaboration avec des artistes. Et pour moi, quelque chose donc j'inscris donc pas ça dans un travail, non dans une carrière, mais dans une pratique de la pensée.
Ouais. Donc comme je suis pas un héritier d'une grande famille, je peux pas être dans la pratique de la pensée sans gagner d'argent. Je suis pas voilà, mais comme certains ont pu l'être dans l'histoire de la pensée, et heureusement pour nous quelque part. Moi, il faut que je gagne un peu d'argent donc dans les pratiques que j'ai, il y a une logique productive mais qui est essentiellement faite pour rémunérer mon activité principale, mais qui n'est ni une carrière, ni je pense une valeur de mon travail, mais plutôt ce dont j'ai besoin pour continuer à faire ça. Donc penser juste en conditions de subsistance. Il me faut ça pour pouvoir continuer, donc il faut que je trouve ça. Et ça, pour moi, c'est un truc assez important parce que ça bouge beaucoup ce pourquoi on fait les choses. Et notamment, pour moi, les projets, c'est des machines à penser. Voilà, mais cette question d'outils, c'est intéressant parce que quand on va dans un lieu d'art ou ça, on dit pas toujours le truc de l'outil de travail, par exemple. Faut pas casser l'outil de travail. Ça c'est hyper important pour moi. Ça c'est des trucs de dès qu'il y a une grève, ces trucs-là, ça. Mais la grève, elle peut sauver l'outil de travail en réalité, hein, parce qu'il faut aussi rendre à la grève ce que c'est. C'est toujours les trucs. Mais ce truc de considérer le lieu, ça peut à la fois paraître banal et en même temps, mais pas du tout aussi. C'était pour ça que j'avais fait cette exposition que j'avais intitulée Ma plaque sensible, parce que c'était pour moi la plaque sensible, c'était le fait de désigner un outil. Ça désigne donc c'est la surface sur laquelle apparaissent les images. Et donc là, c'est un lieu où on voit des images ici. Mais en fait, le lieu, c'est l'image, c'est pas tant uniquement que les images de François Dérault qui sont là au sous-sol. C'est aussi toutes les relations qui se tissent et qu'est-ce que le lieu, qu'est-ce que la vie du lieu permet de se formuler. En fait, que la relation en soi, c'est quelque chose qui s'ouvrage. Il y a un art de être directeur, c'est un art de la relation aussi. Alors ça dépend comment tu le perçois. Hein. Tu sais, moi j'ai quand même appris moi c'est peut-être plus vers ça que je suis, mais pour répondre à la deuxième partie de ta question, qui est le rapport à d'autres centres d'art, et notamment moi un rapport le plus intime que j'ai, c'est celui avec les membres du réseau Tram, parce que je suis quand même assez impliqué dans ce réseau, voilà, je me suis posé la question, et notre conseil d'administration aussi s'est posé la question à l'époque de notre adhésion, si on avait intérêt à y être. Moi, j'y suis allé un peu par curiosité, hein. Je suis absolument pas par sentiment ni de reconnaissance, ni de désir, par curiosité. Et là, tu découvres effectivement les écarts de perception qu'il peut y avoir entre ce que ça veut dire diriger, ce que ça veut dire un lieu. C'est assez intéressant. Pour moi, ça m'a quand même vraiment... Je dis, dans la vie, c'est quand même difficile de réussir à recevoir des perspectives de pratique ou de pensée qui sont radicalement différentes des tiennes. C'est un des trucs les plus difficiles. C'est-à-dire que tu peux caricaturer un peu l'autre, mais quand tu commences à être dans son système de pensée, là, tu es en face d'une vraie altérité. Voilà quelqu'un qui fait une chose qui est proche de la mienne, mais pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir. Et comme toi, intimement, ce pourquoi tu les fais te semble très, en tout cas, solide. C'est assez déstabilisant de se dire, mais du coup, ils se posent pas cette question-là, ils font pas. Moi, ça a été vraiment intéressant pour moi de ce point de vue-là, parce qu'il y a, c'est faussement homogène. Il y a beaucoup d'aspirations qui sont différentes. Et après, il y a quelque chose de très, comment dire, qui est très particulier pour moi. C'est c'est comme si tu arrives avec le doute dans un monde de croyants. Il y a des gens, là, c'est Dieu existe, quoi. Et moi, je suis le mec qui doute de Dieu et qui vient dans un truc où tout le monde considère que, voilà, le champ de l'art, il existe, l'art de l'art existe, tout ça, ça existe, et que finalement, on fait une chose assez juste. Moi, je suis un qui doute de tout, hein. C'est intéressant pour moi de me dire. Cette croyance, est-ce qu'on peut appeler ça la démocratisation culturelle? C'est pas que ça, moi je pense que c'est la constitution d'un milieu, c'est-à-dire qu'un espace, il y a des conventions où on a un minimum de choses sur lesquelles on s'accorde, que c'est quand même bien ce qu'on fait, que c'est un métier où on transmet du savoir. Il y a des choses dont on est sûr, dont moi je suis pour le coup absolument pas sûr. Mais et que même vis-à-vis de certains desquels j'ai vraiment des gros doutes. C'est ce que Traîneau, je sais plus comment il s'appelle, l'artiste évangéliste. Oui, alors après on peut tout. Moi j'ai pas envie de caricaturer ça non plus parce que je pense que c'est constitutif de n'importe quelle société et donc il y a un ensemble de choses sur lesquelles on s'accorde, on va dire.
mais dans ces accords, tu peux voir des choses qui sont extrêmement concrètes. Par exemple, moi, la démocratie française, je trouve que conceptuellement, c'est très intéressant. L'équivalence absolue des individus, fondamentale. Pour moi, ça, c'est une idée sur laquelle, moi aussi, je suis évangéliste de ça. Alors, je dis, voilà, une personne vaut une personne, il n'y a pas de... Et donc un ensemble de choses qui vont être constitutives d'une politique, d'une morale ou d'une croyance. C'est la même chose, quoi. En gros, c'est des éléments qu'on partage. Sauf que là, tu rentres dans quelque chose qui est un niveau deuxième ou troisième, qui à partir de ces grands champs de pensée, liberté, l'égalité, de fraternité, se décline dans une spécificité d'un métier qui, dans le champ de la culture, ont pris tellement de spécificité qu'elles ressemblent à des choses aussi logiques que l'équivalence de deux individus, mais en fait, elles ont beaucoup été ouvragées par le milieu, et pour qui les regarde avec un peu de distance, paraît quand même étrange qu'elles puissent être axiomatiques. Moi, la notion, tu vois, l'idée par exemple que le rôle des centres d'art, c'est de transmettre des savoirs et tout, moi je dis prouvez-le. Moi, je suis pas sûr que c'est plus ça que le rôle de la police, par exemple. Que c'est aussi un rôle de contrôle social. C'est pas tant un rôle. C'est un peu comme la question de l'école. Si on est convaincu que l'école ce n'est qu'un système pour apprendre, on rate une des perspectives de l'école, qui est celle de contrôler. Et encore une fois, une société peut très bien assumer de manière extrêmement claire qu'elle a besoin d'éduquer et de contrôler. Ça peut s'assumer, mais en tout cas, on peut pas. Moi, j'ai pas envie d'être en rapport avec des gens qui pensent que ça ne sert qu'à éduquer. Donc, je pense que la modalité par laquelle passe le savoir dans les contextes institués de l'art, il y a une modalité qu'il faut quand même un minimum interroger. Donc, plus qu'un minimum. En fait, toi, c'est se dire. Je suis pas forcément, malgré toutes mes bonnes intentions, je suis pas forcément du bon côté. Oui, voilà, moi, le camp du bien, ça m'ennuie. D'abord parce que là. Ce qui, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui soude généralement des gens d'un milieu. D'une catégorie. Il y a une catégorie sociale qui ne se voit pas elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité à réussir à voir qu'on est quelque chose de particulier dans le champ. Et c'est quand même important pour moi c'est pas non plus complètement destructeur ou dénigrant de pouvoir simplement apercevoir qu'on est une catégorie. Parce que c'est quand même une manière pour moi, c'est la notion d'ouvrager un point de vue qui te permet toujours de voir que quand même, en périphérie de ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu dis, il y a quand même des choses qui ne sont pas toi. Des déterminismes. Oui, et puis un ensemble de choses qui sont d'autres types de pratiques. Le terme de culture, pour ça, il a quelque chose de très glissant et compliqué, parce qu'il y a une espèce de rapport d'envahissement, comme le terme d'art, où j'ai l'impression que là va se poser un deuxième régime d'utopie qui serait que tout pourrait devenir art et ce serait bien. Moi, j'ai pas envie que la politique devienne de l'art, j'ai pas envie que le travail social devienne de l'art, j'ai pas envie que l'art envahisse tout, je vois absolument pas l'intérêt. Et cette notion-là totalitaire des espaces, parce qu'on appelle art en réalité une pratique qui est un peu plus complexe que simplement une pratique. Excuse-moi, je t'interromps. Mais tu m'avais dit un jour, et en fait, c'est pas moi que t'avais dit ça, t'avais dit ça publiquement. T'avais dit, et en fait, si on partait de l'hypothèse que l'art avait gagné, en fait, l'art avait investi tout le champ de la société, et que c'est vrai que de biennale, en festival, tout le monde veut son festival, son truc, et presque maintenant plus facile de faire un projet artistique auprès du pouvoir public que d'un projet social comme ça, et que et en retour on demande à l'art beaucoup de choses. Le tout pouvoir faire puisqu'il est tout. Voilà, et de remplir des rôles qu'en fait, ce que tu avais dit un jour une fois à des élus, tu leur as dit mais en fait, enfin tu leur as dit l'inverse, tu leur as dit mais si vous voulez faire du lien social, l'art c'est la dernière chose à faire. Mais ça, il faut tenir cette ligne-là. Qui va dire ça? Désolé, je me rappelle. En plus, c'est un truc qui a été filmé sur Internet, donc on me le ressort sans cesse. Oui, c'est un truc. Voilà, j'en rajoute une couche. Mais moi, je pense qu'effectivement, moi, ce qui m'a intéressé dans le champ de l'art, c'est plutôt une expression de singularité radicale, qui est pas du tout une chose que je chéris, au sens que je trouve ça aussi très dangereux de le chérir, mais en tout cas que je considère, c'est-à-dire comme une nécessité, on va dire homéopathique de la société. Il faut qu'il y ait des singularités radicales.
Parce que moi, la notion du commun, elle ne se constitue pas s'il n'y a pas de singularité radicale. Et encore une fois, la notion du commun, c'est un horizon, c'est pas une chose qui peut c'est pas déclaratif, c'est une pratique. Il faut pratiquer des choses qui nous mènent au commun, mais c'est un truc qui est difficile parce que une partie de notre nature n'est pas prête à ça, et tant mieux. Quoi dire, ça nous empêche, je crois qu'à la rigueur, on a aussi une écologie interne qui fait que voilà, on n'est pas prêt à faire n'importe quelle chose. Je discutais là avec un ami artiste à Bruxelles de ça, la notion d'œuvre collective, et lui, il me disait combien il trouvait quand même dingue que les gens se rendent pas compte que, bah, tu vois, œuvre collective, il dit quand même, c'est hyper dur de demander à des gens de faire œuvre collective. Là, il parlait d'œuvre artistique, et que tout le monde voyait très positivement l'idée de se faire ensemble. Moi, j'ai dit, si j'avais pas d'espace, en fait, où je pouvais faire des choses seul, je pourrais rien faire avec les autres. S'il n'y a pas un espace dans lequel tu ne peux ne pas faire avec, tu peux pas investir l'espace du avec sans l'espace du sans, parce que sinon il y a quelque chose qui te dévore, quoi, quelque chose qui est pas où tu perds la. Moi, j'ai un grand plaisir à la question communautaire parce que je suis quelqu'un paradoxalement d'extrêmement solitaire. Comme le paradoxe de ça, c'est hyper inscrit dans des trucs collectifs, sociaux partout, essentiellement parce que j'ai quelqu'un qui me lève très tôt le matin et qui passe un nombre d'heures tout seul, très important dans la journée. Mais mon secret, c'est ça. Moi, je commence à 4 heures le matin, je suis debout, et je passe donc 5 ou 6 heures tout seul tous les jours. Et donc après, le reste de la journée avec plein de gens. Donc voilà, moi je pense que ce qui me semblait intéressant pour revenir à notre question sur le champ de l'art, c'est que à un moment donné, il se constitue sur des espèces d'étangs donnés, ou en tout cas ce qu'on appelle en mathématiques des axiomes, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment des éléments qui ne nécessitent pas de démonstration, qui sont donc les outils de la démonstration, donc la partie qui n'est pas à démontrer mais qui est le socle et ces socles-là me semblent un peu étrange. Alors, ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, évidemment, dans une politique, surtout le moment qu'on vit aujourd'hui, mais depuis assez longtemps en réalité, où on n'arrête pas d'être attaqué, on a tendance à construire l'axiomatique pour se défendre. C'est-à-dire, on essaie de se dire, non mais la culture, élévation individuelle, machin, je vois encore des ministres qui ont juste rien à foutre de ça, mais émancipation, ce serait... Ces questions-là, elles doivent être questionnées, et en même temps, moi je pense, et c'est la difficulté aujourd'hui, il faut se défendre en faisant toujours le pari de l'intelligence, qui est toujours une chose plus longue à énoncer qu'un axiome. Mais en tout cas, qu'on se batte en disant émancipation contre dimension réactionnaire. Oui, bon, l'émancipation est aussi la base du libéralisme contemporain. Ça a été, comme on a un système capitaliste qui a une plasticité incroyable, toutes ces valeurs-là, comment dire, il peut tout à fait s'en accorder et dire, ben oui, mais nous, on s'émancipe par ça. Si on regarde les années 60, des gens te diront, à très juste titre, oui, mais regarde des gens qui vivaient dans la paysannerie, enfants de paysans, la paysannerie, ils découvrent la ville, ils découvrent la consommation, ils s'émancipent de ce que c'est que la vie française des années d'avant-guerre et puis des années 50, le côté courte vue, pas ouvert, ils commencent à voyager, ils commencent, et donc c'est cette génération-là qui va produire pourtant le système dans lequel on est aujourd'hui. On peut considérer qu'elle s'émancipe positivement à ce moment-là. C'est incontestable. Il sort d'une vie où tout est un peu étriqué, le voisinage, on se marie avec la cousine, vers quelque chose où on se déplace, on voyage. Cependant, et là, moi, c'est ça qui m'intéresse, il y a un élément paradoxal. Et moi, cette dimension paradoxale est le cœur de ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que être dans une pratique où il y a du paradoxe, c'est ça qu'on n'arrive pas à tenir. C'est qu'on le résout un peu vite, le paradoxe, pour s'en débarrasser. Alors que pour moi... dans les luttes qu'on va mener aujourd'hui, elles sont complètement paradoxales. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu l'outil de ce qu'on combat quand on veut combattre. Et en soi, c'est pas un problème. Donc, on peut, soit on reprend sur ça, ou on part complètement ailleurs, mais... Non, là, on a dit, voilà, moi j'ai posé cette idée du paradoxe comme une chose nécessaire. C'est quoi, en fait, la situation paradoxale? C'est aussi la situation un peu du trickster, c'est-à-dire celui qui va créer une situation, on n'a pas d'équivalent en français vraiment très probant sur ce thème de trickster, mais celui qui va créer une situation un peu c'est quoi, c'est intercesseur? Non, c'est autre chose. Un trickster, ça va être comme un chenapan, on dira quand c'est un enfant, quelqu'un qui va faire qui a une espèce de tendance à... Ça vient d'où, trickster? C'est des cérémonies, des trucs de cérémonie? Non, le trickster, c'est plutôt celui qui n'appartient à aucun camp, mais qui va finir par cristalliser tous les camps contre lui, parce qu'il est toujours, on pourrait dire un impénitent, dans un terme un peu comme ça. Le terme impénitent, il est intéressant, ce que je me parlais récemment, parce que il renvoie à cette question religieuse du village
français, c'est-à-dire celui qui va traverser les villages alors qu'il ne donne pas l'aumône et qui ne paye pas à l'église, en fait. Donc il est impénitent, il ne vient pas non plus prier, donc il passe là, il profite un peu de la construction sociale de la ville, mais il ne fait pas pénitence. Et donc cette espèce de l'idée de jouer un rôle d'un personnage qui va justement déplacer les conventions, casser ces choses-là, et vit dans ce paradoxe-là qui quelque part il est dépendant du système dans lequel il fait référence, mais il est relativement régulièrement en train de le questionner de manière un peu vive, comme ça. Donc... Bah toi, tu avais fait une distinction, une fois que j'avais bien aimé, sur le fait de, puisque tu parlais de, voilà, d'une certaine homogénéité vis-à-vis de de l'assurance d'un certain milieu sur sa propre mission et sur les bases donc qui constituent cet enjeu-là que les réseaux des centres d'art peuvent se fixer, donc qui est nécessaire aussi. Mais tu avais employé l'expression une fois de ne pas parler à la place d'eux, qui est la question, je veux dire, que se posent tous les cinéastes, les documentaristes, à commencer par Chris Marker qui filme les ouvriers, et les ouvriers aiment pas le film, alors il leur file des caméras. Donc pas parler à la place d'eux, mais parler en présence d'eux. Et il me semble que ce truc donc parler en présence de ce qui n'est pas nous, parler je sais pas, parler en présence d'eux, ceux qui ne produisent pas les critères symboliques que nous on est en position de. Et peut-être que ce truc de parler en présence d'eux, c'est une manière d'introduire du paradoxe dans son propre discours, ou de la contradiction plutôt, c'est-à-dire d'introduire une tension qui fait que je suis jamais. Je sais qu'il y a une production symbolique qui est ailleurs et dont je dois tenir compte. Est-ce que, ouais. Bah, je pense que c'est cette question-là aussi de l'intérêt de l'art, quoi. Moi, je fais partie des gens, en fait, qui considèrent que l'art, ça intéresse qui ça intéresse, quoi. Comme la Formule 1 et comme autre chose, quoi. Mais c'est assez important comme idée, parce qu'en réalité, on est en train de dire que l'art, c'est bien pour toute une société, mais je veux dire, de quoi parle-t-on précisément, de quel type de... Ocar qui organisait les lectures au musée d'art moderne, les lectures de poésie, il disait, ça concerne ceux qui viennent. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à ceux qui viennent. Ça, c'est très important parce que politiquement, on est toujours dans une injonction à concerner toujours plus de gens. Et pour moi, et ça, c'est aussi un des critères, un des paramètres sur lesquels je travaille avec Yasma, je me suis souvent dit, s'il faut intéresser d'autres gens que des gens qui sont plus ou moins spontanément intéressés, parfois c'est un parcours, hein, mais alors il faut faire d'autres choses. Donc c'est vrai qu'ici, les gens que j'ai pu employer, ils ont été amenés dans une structure où il faut quand même être amené à des fois organiser un barbecue, faire des activités avec des gens qui sont des activités non artistiques et non culturelles, puisqu'en fait, si c'est par ce moyen-là qu'on est en rapport avec, il faut aller au bout. L'exemple, je pense, le plus probant de ces démarches-là, c'est ce projet de la Maison des Fougères, qui, je pense, n'est pas forcément toujours exactement compris. Je pense que c'est un projet, en tout cas moi, qui me semble très très important dans ce que j'ai pu accompagner. Parce que pour moi, l'idée est simplissime, mais il faut aller au bout de l'idée. C'était de considérer qu'en gros, ce qui pouvait intéresser des gens de ce quartier voisin, des Fougères, dans ce qu'on faisait nous à Kiasma, n'était pas tant ce que Kiasma faisait, Je suis de parenthèse, donc les Fougères, c'est un quartier du 20e arrondissement, en bordure des Lilas, qui est à 10 minutes à pied de l'espace Kiasma. Et dans lequel l'espace Kiasma a été l'initiateur d'un endroit qui s'appelle la Maison des Fougères, un espace associatif qui est maintenant repris en main par les gens du quartier des Fougères et dont une personne déléguée aux relations publiques de l'espace Kiasma est encore avec laquelle elle est encore en lien et qu'elle continue. Oui, et puis celle qui organise aussi un peu ces énergies-là. Voilà. L'idée étant que donc pour Kiasma, l'intérêt des gens vis-à-vis de Kiasma était beaucoup plus lié à une question de pouvoir, c'est-à-dire que peut Kiasma,
On dit des fois que peut un poème, que peut Kiasma, non pas que désire faire Kiasma, ce qui est tout à fait différent pour moi. Et donc, tenir compte dans une relation à l'autre qu'on a un pouvoir, un possible, etc., qui l'intéresse, qui n'est pas en fait ce que nous, on veut faire. Et voilà, ça c'est une espèce de radicalisation de cette idée-là, en considérant en fait que des moyens à la puissance publique sont mis à disposition d'une structure comme la nôtre pour réaliser une mission, et que si la mission est réalisée un tant soit peu avec intelligence, à partir de l'espace dans lequel on travaille, on aperçoit en fait des nécessités, et donc on peut toujours les renvoyer à d'autres, ou alors s'en sentir concerné. Et c'est vrai que moi j'ai demandé ici à une large partie de l'équipe, je le sais parfaitement, de se sentir concerné, considérer que ça nous regarde. Donc, certaines situations dont je sais qu'ailleurs on ne s'empare pas de cette manière-là. Moi j'aime pas la notion de public, puisqu'en fait on a la notion en fait qu'on va indexer des gens au fait qu'ils seraient un public de ce qu'on fait. Donc là c'est vraiment les gens, les habitants, et considérer que l'objectif premier de ce projet-là était d'établir une relation durable entre ce quartier et Kiasma, et donc de ne pas constituer un public, de ne pas élargir un public, de ne pas une politique des publics, mais de constituer une situation. Voilà, alors ça renvoie à ce que tu as dit tout à l'heure sur être soi-même son propre producteur, en fait. C'est-à-dire que ce que vous faites, ce que vous offrez, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, la situation dans laquelle sont mis ceux qui habitent dans le quartier des Fougères, c'est qu'ils ont été eux-mêmes, ils ont eux-mêmes monté leur lieu, en fait. Et tu disais, un petit détail qu'il faut dire, c'est que très vite dans la mise en œuvre du projet, et ça c'est important parce que c'est quand même de l'argent et des moyens de Kiasma qui ont été investis en termes de moyens directs ou indirects avec de l'emploi dans ce projet. Pour moi, dès le début du projet, je dois dire que ça avait laissé un peu de la perplexité auprès de mes collaborateurs, et je peux vraiment les comprendre. Je me disais qu'il fallait imaginer la sortie, en fait. Quoi, des collaborateurs? Oui, l'équipe avec qui on travaille ici. Qu'il fallait imaginer comment on sortait, c'est-à-dire que comment on crée une situation et comment on en sortait, c'est-à-dire que l'autonomisation et l'autodétermination des gens devaient être dès le départ un objectif. Et ça, je pense qu'on n'est pas de moins en moins éduqué à ça, et des gens qui sont travailleurs culturels, l'idée d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie pour faire un projet, pour en sortir et pour le laisser fonctionner de manière autonome, ça, je pense que je pouvais pas leur demander un truc plus bizarre, quoi. Ouais, c'est ce que tu résumais ça par l'expression. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais parlé de démocratisation culturelle, qui est un vaste. Je sais pas si c'est un mauvais mot, mais en tout cas c'est une notion qui a été qui est usée jusqu'à la corne. Et toi tu disais, la question n'est pas d'avoir accès à la culture, mais d'être en situation de culture. Et forcément, si tu mets les gens en situation de culture, ils vont se mettre à cultiver. Et donc ils cultivent les petits producteurs, quoi. La notion d'autonomie qui est au départ du projet ici, pour moi, la seule chose qu'on peut en faire d'intéressant, c'est de recréer des conditions d'autonomie des autres. Et c'est ça qui est exigeant, parce que quelque part, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, tout à fait justement, sinon on recrée en fait des systèmes de qualification dont on a voulu s'échapper, et donc là, ça devient autre chose, ça devient des stratégies qui existent dans le champ de l'art et comme ailleurs, de construction d'un parcours personnel. Ce qui m'a été, moi, un peu compliqué à un moment donné, c'est qu'évidemment, parce que mon travail est aujourd'hui quand même assez reconnu, il faut pas non plus se cacher à son petit doigt, arrive à un moment donné où autour de toi, un ensemble de gens relisent ta proposition comme une stratégie. C'est le système extrêmement plastique du capitalisme, en disant mais ça c'est encore plus malin. Comme un billard à 5 bandes. Oui, quoi. C'est ça. Tu dis là, le mec il tire là-bas, mais en fait il arrive là, donc le truc il est trop fort. Donc là il y a un moment qui est un peu dur, parce qu'effectivement tu te dis tout ceci ne serait qu'une stratégie, une espèce de variante d'une possibilité d'aboutir à son objectif. Ça, c'est ce que beaucoup de mes étudiants à l'époque on me disait oui, mais vous êtes connus, donc du coup vous avez réussi votre coup. En gros, tu vois, ça se passe par là ou par là. Vous êtes arrivé à l'endroit où ça c'est un peu compliqué, mais ça nécessite, et là ça retouche à ce que tu as dit au début, de reconduire en fait sans cesse l'effort. Voilà. Ce qui est quelque chose qui est extrêmement difficile à partager, parce que soit tu as ça et là tu es dans ton geste et
complet d'une reconduction qui n'est pas en soi problématique. Mais quand tu construis une structure qui commence à fonctionner avec une équipe, des gens qui ont intégré ce que tu désirais faire avec eux, qui sont même devenus vraiment, ils ont trouvé leur place, leur espace, et tu dis oui, mais maintenant, en fait, il faut qu'on repense ça pour l'étape suivante est parfois difficile parce que là les gens ils se demandent pourquoi en fait on aurait besoin de nouveau de faire alors qu'on a déjà fait un effort, voilà, il y a déjà fait un déplacement, de nouveau un déplacement, pourquoi nous... Ça c'est un truc qui est difficile à partager parce que c'est un truc que tu dois que tu as en toi voilà. et qui est pas qui est pas très lisible, pas pour tout le monde. Des fois c'est quand on a au début de l'entretien, quand on a parlé je sais pas, un peu vaguement, on a lâché le mot travail. Tu me dis moi j'ai pas de travail, mais ma question c'était comment on orchestre. Je parlais de comment on maintient la vie d'une structure à travers toutes ces années. C'était vraiment et comment on fait ça avec une équipe en fait. Comment on orchestre en fait. Et moi je voudrais revenir sur par rapport à ça, donc on garde ça sous le coude cette question, mais revenir sur cette question du maître, parce que c'est un truc dont tu parles parfois, et en tout cas toi t'as eu la chance d'avoir quelqu'un que tu considères comme un maître dans ton apprentissage, dans l'art graphique. Et je voudrais savoir juste donc voilà, ce truc on n'oublie pas la question qu'on vient de laisser, mais savoir est-ce que toi tu te sens un rôle dans une transmission, tu te sens inscrit, on t'a transmis dans le rapport toi tu as des étudiants parfois, tu fais des interventions et parfois tu reviens des cours que tu donnes pas des cours, mais tu as été enseignant dans les Beaux-Arts déjà. Mais parfois, je sais que tu es allé faire des trucs à Sciences Po, ça, et parfois tu reviens avec un sentiment un peu mitigé. Ces rencontres, tu as l'impression qu'ils n'avaient pas besoin de toi. C'est-à-dire que les types sont. Mais est-ce qu'on pourrait parler un peu de cette question-là, ce rapport au maître, toi, que tu as eu, peut-être dire 2-3 mots là-dessus, et puis toi maintenant dans le rôle de quelqu'un dans un rôle de transmission ou dans un rôle tu orchestres une équipe, donc tu dis parce que tu fixes des enjeux là, l'exemple que tu viens de donner c'est on avait un enjeu, maintenant on a un autre enjeu, alors ça veut dire que voilà. Non, mais en fait cette question-là elle m'intéresse d'autant plus que c'est vraiment une question que je suis en train de travailler, donc je vais pas être totalement conclusif sur tout, mais je vais essayer de dire ce qui me met au travail. Ce qui me met au travail, c'est qu'en fait, au départ, il y a une première, un énoncé, je dirais, utopique, on dirait libertaire, qui est un héritage, on va dire, des années 60, et même, plus précisément, un héritage assez californien des années 60, qui a fondé Internet, qui a fondé l'idée, en fait, de se défaire des autorités passées. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça correspond à une époque où la question de l'émancipation de l'individu est quand même quelque chose qui apporte un plus, en tout cas là, directement évident. Et on peut pas toujours lire avec le recul historique les situations, il faut aussi parfois les resituer dans leur contexte propre. On sort des années 50, on sort d'une société qui est qui est très très loin de ce qui va se passer après, quoi. Et je pense qu'on le sous-estime, des sociétés qui sortent de la guerre, qui sont pas très ouvertes au monde, tout ça, et puis là on va créer une société ouverte au monde. Alors nous on voit déjà, j'ai envie de dire parfois trop rapidement, la dimension dystopique de ça, parce qu'on le lit à partir d'aujourd'hui. Il faut quand même reconduire une espèce de révolution presque anthropologique des sociétés occidentales notamment. Ouais. Que moi je relis, mais comme disait Todd, même si les gouvernements étaient de droite, le pays était de gauche. Oui, et puis moi je relis ça aussi très clairement je vais pas le détailler ici, mais à la question, à mon intérêt pour la question postcoloniale, puisque j'ai l'impression en fait qu'on sous-estime complètement l'enjeu de la colonisation comme levier de la modernité occidentale, matérielle mais aussi conceptuelle, c'est-à-dire que c'est aussi en allant ailleurs qu'on rend les pays différents. Quelque part, on transforme en fait par l'extérieur, en expérimentant, en cherchant, en étant en rapport avec d'autres sociétés, sa propre société. Pour moi, le projet colonial est un projet de modernisation de l'Occident et du peuple occidental. C'est-à-dire qu'on change en fait de registre, parce qu'on a un rapport au monde qui change. Mais ça, je pourrais en parler autrement. Mais en tout cas, je voulais souligner mon intérêt sur ces questions-là, beaucoup plus pour des questions de ce qui constitue la modernité et le devenir de nos sociétés, que pour des questions plus spécifiquement
coloniales, post-coloniales, telles qu'elles sont abordées souvent comme des questions qui auraient attrait uniquement à des problématiques du rapport de l'Occident avec le reste du monde, ou des questions racistes, ou des questions... Je pense que c'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça reste un truc très important, qui participe très profondément à la fondation de la société contemporaine en Occident, notamment française, évidemment. Mais est-ce qu'on pourrait revenir sur ce truc donc les années 60 et voilà, et donc voilà, cette notion-là de l'utopie de départ, c'est l'émancipation de l'individu, et c'est quelque part la construction une promesse horizontale de la production de pensée, c'est-à-dire la promesse de la disparition des maîtres d'avant, et là les maîtres sont doublés parce qu'ils sont pas que maîtres à penser, ils sont maîtres aussi en termes de domination des corps, dans une notion beaucoup plus coercitive, on va dire. Faut se rappeler de ce que c'est que l'école des années 40, 50, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Donc on est sur quelque chose où on veut en finir avec les maîtres au sens double, quelque part, de la pensée qui serait au-dessus, et évidemment aussi de la domination des corps, des autorités qui sont les familles, qui sont le maître multiplié, en fait on a une espèce de... Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une inspiration assez juste. Cependant, moi je pense que ce projet-là qui va se déployer, qui va quelque part être mis en échec aussi par le système lui-même, qui va comprendre qu'il peut exploiter cette aspiration-là pour se reconduire des dominations autrement et autre part. Pour le dire simplement, c'est d'un système visible, c'est-à-dire où les dominations sont visibles, le patron, l'usine, l'école, machin, il devient un système invisible qui, pour reprendre l'idée d'Abel Stengers, devient un système qui envoûte les corps, c'est-à-dire le capitalisme devient un truc à l'intérieur des gens et plus à l'extérieur. Du coup, les luttes, elles étaient plus faciles à mener quand le système avait une forme de visibilité. On sait bien que l'usine va constituer une espèce de théâtre des opérations, et cette théâtralisation du travail va servir les luttes. Et le capitaliste va se rendre compte qu'il faut casser la possibilité d'unité de temps et de lieu, parce que il y a une dimension de théâtralité. La sortie de l'usine étant quelque chose qui va révéler aussi à l'ouvrier la puissance du collectif, puisque tu peux l'expérimenter de manière, comme dans la manif, de manière matérielle. Donc ça va être là la manière dont aussi le capitaliste va se débarrasser d'une certaine mise en scène du travail et de mise en scène du pouvoir, pour travailler dans cette trame libertaire qui viendra libérale, de l'individu en tant que tel, l'isolant du collectif, mais pourtant faisant de lui un opérateur, une espèce d'incarnation du système. C'est aussi à ce titre-là, je dis que les conflits interpersonnels aujourd'hui sont des conflits systémiques qui sont invisibles. C'est-à-dire que des désaccords dans un travail, des désaccords dans comment on s'organise, sont pas toujours, comme pensent les gens, des différences d'opinion personnelle, mais c'est des différences de système. Parce que le système parle à travers les gens. Et c'est ce que Isabelle Stengers, quand elle dit il faut désenvoûter, le capitalisme sorcier, c'est-à-dire qu'il faut aussi réussir à voir que c'est un système qui s'exprime et pas fondamentalement des gens, comme beaucoup de gens aujourd'hui, notamment jeunes, ont été formés à penser qu'ils avaient une pensée autonome, mais qui est une pensée qui est un système, en fait, et qui est le système, quoi. Voilà, t'as fait une bascule entre la promesse des années 60 du progrès, qui est aussi un progrès dans l'éducation. Et puis qui est un progrès réel, parce que moi je pense pas qu'une promesse, je pense qu'à un moment donné, il faut pas enlever le fait que ça agit, sinon vraiment on fait un mauvais sort à cette histoire-là qui est hyper importante. Non mais c'est pas qu'une promesse, je veux dire par là, il y a un fait, mais il revient à la question du maître. Oui, parce que et du coup la question du maître, moi elle m'intéresse. Le nombre de gens qui ont accédé aux études supérieures en mai 68, ça a correspondu aussi à un niveau de gens qui ont accédé à l'université. Mais l'accès à l'école est une chose qu'il faut discuter, parce que l'accès à l'école... Non, mais ça fait partie de ça, le progrès, cette promesse-là. Et, enfin, moi, ça me faisait penser à ça par rapport à ce que tu disais Oui, cette promesse-là, elle veut dire aussi qu'à un moment donné, l'accès à l'école, exactement dans ma réflexion que je portais sur l'art, il n'y a plus d'extériorité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de considération de production de savoir qui sortirait de cette trame-là, l'école pour tous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun autre espace considéré comme étant producteur potentiel de savoir. Le monde paysan, le monde ouvrier qui produisait des savoirs spécifiques, il est explosé par le système scolaire qui lui dit maintenant le savoir, il se structure comme ça. Et Bourdieu le montre bien, ça veut dire aussi qu'on reconduit les différences de classe dans un système pseudo-égalitaire, mais en réalité qui empêche des extériorités, c'est-à-dire des productions de savoir qui seraient d'une autre nature,
qui sont moi un sujet extrêmement important pour moi. Et c'est un des paradoxes de l'école, encore un, qui est que moi je suis un enfant, je suis produit par l'école publique et j'ai eu accès aux études grâce à l'école publique, aux bourses, et je suis vraiment du coup l'enfant de l'excellence, tout en étant quelqu'un qui conteste à l'école sa valeur totale d'espace d'éducation pour la société. Et je pense que quand la classe populaire a mis ses enfants à l'école pour qu'ils aient accès à quelque chose, mais cependant a perdu au même moment ses savoirs et ses systèmes de transmission. Ouais. Non, mais faut distinguer l'école. Enfin, il y a les études supérieures. Ce qu'on appelle études supérieures, c'est aller à la fac et apprendre à lire et à écrire. Mais même dans le apprendre à lire et à écrire, il y a des critiques. Mais non, mais parce que par exemple, en 1914, tout le monde savait lire et écrire. Et donc, ça crée une sorte de sentiment d'unité, si tu veux, dans la population, et d'égalité du rapport. Les gens qui écrivaient des romans, en 1914, c'était 1%, la situation. Aujourd'hui, c'est 40% de la population qui écrivent des romans. Donc, mais du coup, enfin, moi, ce qui me semblait, voilà, on parle dans des trucs, mais on va revenir à la question du maître, parce que c'est là que je voulais en venir. Oui, parce que mais peut-être vas-y. Voilà, en fait, le troisième moment qui me semble vraiment important, c'est que cette promesse-là d'une production de savoir collective, à laquelle, à mon avis, il faut pas renoncer, parce qu'encore une fois, et ça c'est vrai pour tous les projets moi, que j'ai fait ici, mais d'autres choses qui m'intéressent, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une certaine forme de mise en échec d'une utopie qu'il faut jeter l'utopie. Il n'est pas dit que cette utopie de dispositifs horizontaux de production de savoir est complètement une mauvaise idée ou une idée qui mène à sa contradiction, mais qu'à un moment elle se réalise, en tout cas une fois, comme ça. Moi, je suis du genre à revenir sur la bête en disant oui, mais attendez, quelle était la promesse et qu'est-ce qu'on pourrait réimaginer au passage. Et moi, je pense qu'en fait, dans la logique libertaire, il y a d'abord une stratégie qui est un peu comme la stratégie de la Révolution française, où c'est une catégorie sociale qui est juste en dessous des plus puissants, qui leur font la nique. En réalité, c'est pas la question libertaire californienne, c'est les enfants des classes moyennes qui vont devenir les futurs dirigeants. Donc quelque part, ils font une espèce de révolution qui peut paraître ontologique, mais qui est en fait une espèce de prise de pouvoir. Donc on a une espèce on n'est pas du tout dans une révolution de toute la société, mais surtout sauf si en 93. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est cette question du maître, parce que quelle est en fait l'une des conséquences difficiles à penser, à mettre au travail, en tout cas quand on essaie de réfléchir de manière dans un schéma progressiste, en tout cas dans lequel je veux m'inscrire, parce que sinon on a tout le discours réactionnaire sur le retour du maître. Au passage, dire que les gens qui demandent un retour à la discipline à l'école, ils ne l'ont pas vécu. Un retour quoi ? Le retour de la discipline à l'école. Moi, j'ai un retour dans la lignée de Finkielkraut, c'est des gens qui ne l'ont pas subi. Moi, je viens d'une catégorie sociale qui a vécu de manière très violente le système scolaire. Comme tous les systèmes dits disciplinaires de la société, qui sont les cibles de la violence faite aux gens. Parce que quand tu viens des classes moyennes supérieures, tu dis il faut remettre la discipline à l'école, mais tu l'as pas vécu. Ce que ça veut dire aussi, ce système-là, qui est quand même fait pour des gens qui sont dans une trame d'attitude, de savoir et de gestion de l'espace social de l'école, où il y a une forme de similitude avec ceux qui vivent dans leur espace social de vie. Tu vois, en gros, l'école, ça ressemble un peu à la maison. Quand tu viens des classes populaires, l'école ne ressemble pas à la maison, quoi. Il y a quelque chose qui a un écart dans lequel des violences te sont faites. Donc, les gens qui reconduisent un système ancien, je dis encore une fois, ils l'ont peut-être pas vécu dans toute sa violence. Mais, ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est de dire, moi, je pense que cette proposition de mise à plat des systèmes de transmission, d'abord, l'un de ses points aveugles, c'est qu'elle fait disparaître en fait la nécessité de la responsabilité. Parce qu'on va dire on est collectivement responsable, mais on voit bien qu'il en aboutit plutôt au fait que personne n'est responsable. Le collectivement responsable n'aboutissant pas, en tout cas dans ce système-là, on aboutit quelque part au fait que progressivement, tout le monde a une opinion, tout le monde a voix au chapitre, mais personne n'est responsable. Pour moi, la question du maître pose la question, de responsabilité, qui est dégagée du rapport interpersonnel. Parce que moi, j'ai un rapport à une réflexion sur la question du maître, qui est un rapport, j'ai aussi donc fait des arts martiaux, et c'est peut-être ça encore plus ma référence. Pour moi, en fait, la question du maître, c'est une question
de la sensation que la société te crée les conditions minimum pour t'épanouir et ne te dit pas, quand tu es en train de te construire, que tu es déjà responsable de tout ce que tu fais, Moi, je trouve ça hyper difficile, ce qu'on propose aux gens aujourd'hui. De dire à des jeunes gens, maintenant, vous avez une parole qui compte, c'est vu comme quelque chose de généreux, et je trouve ça, moi, paradoxalement, assez dégueulasse, parce que moi, je me replonge dans ma propre vie plus jeune, comment j'ai dû me construire en apprenant les choses au fur et à mesure. J'ai apprécié qu'à un moment de mon parcours, effectivement, à 2 moments, en tout cas, qui m'ont été notables, des personnes aient pu incarner, la responsabilité d'une situation, et 2, à la fois en créant des conditions dans lesquelles moi j'ai pu avoir de l'importance, ne m'ont pas, mis dans un système d'équivalence dans lequel, psychiquement, tu es en souffrance. Je vois pas l'intérêt de dire à quelqu'un qui est jeune, mais oui, mais... Je trouve ça, c'est un truc faussement généreux. Donc pour moi, il y a un exemple que je trouve vachement intéressant, c'est l'exemple du maître en art martial. Moi, j'ai fait judo, donc je suis ceinture noire. Et dans le judo, le maître, en fait, tu ne combats jamais contre lui. Donc le maître n'est pas un combattant. Le maître, dès le départ, pose une absence totale d'équivalence entre toi et lui. Et cette absence totale d'équivalence est vraiment super. Puisqu'en fait, il va sans cesse te corriger une posture, machin. Et donc, quelque part, tu vas combattre avec d'autres qui sont en train d'être formés par le maître, mais le maître, on ne le voit jamais combattre. Donc le maître, il est détaché du fait d'avoir à prouver aux jeunes combattants, et puis quand tu commences à avoir des dames, tu deviens un combattant, qu'il est, d'une quelconque mesure que ce soit, plus fort que toi. Le maître, c'est simplement celui qui est abstrait de la relation, narcissique, sociale. Il ne compte pas dans l'espace qu'on est, nous, les jeunes coqs, en train d'apprendre. Là, c'était des garçons, en l'occurrence. Et cette abstraction-là, qui pourrait être parfois l'abstraction de l'État aussi, je la trouve nécessaire. Je trouve qu'il y a quelque chose qui doit être la responsabilité et qui doit pas nous la faire porter tout le temps, nous, dans nos aspirations d'individus à exister les uns par rapport aux autres, qui quelque part s'abstrait et n'a pas de valeur d'équivalence. Et que moi, je pense que la question de la mise en équivalence, horizontale, rompt une certaine mesure des conditions de construction psychique beaucoup plus saines des gens. Et du coup, ça crée un intérêt, notamment pour les religions, notamment là, on voit comment fonctionne l'islam, parce que l'islam repropose un maître, qui sont pas des vrais maîtres. Et là, il y a un truc qui ne fonctionne pas, mais quelque part qui disent dégagez-vous de toutes vos nécessités, on va vous prendre en charge. Sauf que le maître, encore une fois, il crée les conditions de pensée propre des gens. C'est-à-dire, il n'est pas là pour t'enseigner au sens aussi vertical que dans l'histoire occidentale, mais là moi je fais référence à des choses plus orientales. Le maître est dégagé de l'ordre social, il est abstrait. Et donc, de ce fait, il n'est qu'en train d'apporter une perspective différente, de dire oui, mais là, le pied, ici ta main, hop, regarde, fais ça, hop. Mais jamais, lui, il va prouver que avec ça, il te battra. Il n'a jamais besoin d'être le plus fort. Donc, le fait de se détacher, d'avoir besoin... Quand tu travailles dans une outil de travail aujourd'hui, moi, c'est mon cas, avec des gens qui ont parfois 20 ans de moins que toi, et que tu travailles depuis 25 ans, tu n'as jamais le début de cette situation-là. Et donc, de fait, tu transmets moins bien. De fait, tu dois systématiquement prouver que tu as une légitimité à être... Et ça, c'est le libéralisme, c'est pas la démocratie. C'est-à-dire que les équivalences totales entre les gens, ça crée le fait que des gens qui avant étaient nos aînés, dans toute leur carrière, ils flippent. Quand avant, on avait 60 ans, on était quelqu'un qui avait un parcours et on avait une certaine forme. Je parle même pas de protection matérielle, une certaine forme de parcours qui faisait qu'on ne devait pas, quand le premier stagiaire arrivait, ou le reprouver qu'on savait le métier, mais que lui... D'ailleurs, on pouvait, et c'est hyper important, le maître peut être moins fort que l'élève. Parce que le maître, il a un rôle, en fait. Il a une fonction donnée et un rôle. Et il s'agit, encore une fois, c'est axiomatique pour moi. Là, pour le coup, ce n'est pas une démonstration. Devoir démontrer qu'on a la légitimité à être le maître dans un contexte, ça produit vraiment de la violence. Ça, c'est ce qui t'est arrivé, oui, ça m'est arrivé ici comme ça m'est arrivé ailleurs. Non, mais oui, quand t'es allé à Sciences Po, tu t'étais revenu avec des étudiants avec qui tu te sentais qu'il fallait démontrer... Oui, c'est le truc de SPIP, précisément, le truc de SPIP. SPIP, on leur dit tous, vous avez tous... Je sais pas si ça va. SPIP, on leur dit c'est Sciences Po Art, on leur dit tous, voilà, on est tous...
on a tous un truc à dire, machin, on favorise beaucoup ça. Globalement, le virage un peu de la tour vers une pratique qui est quand même diplomatique, libérale, finit par dire ce que ça fabrique comme type d'identité, c'est-à-dire une certaine forme d'agressivité de la pensée, t'as toujours des trucs à dire. Moi, je pense que construire les conditions de réception assez paisibles du savoir du maître ou de la maîtresse, et là on est dans une logique, voilà, c'est pas du tout sexué pour le coup. Moi, je vois ce rapport que j'ai avec des gens comme Isabelle Stengers ou d'autres. Moi, je débat pas avec Isabelle Stengers, moi je l'écoute, quoi. Parce que en fait, j'ai absolument pas et c'est absolument pas parce que je pense que je peux pas avoir un truc mieux pensé qu'elle. C'est que je pense qu'en fait, ça crée une situation dont je vois pas l'intérêt. Je trouve que si on dit le but est que la situation soit la plus productive et la plus intéressante possible, elle sans cesse, elle ouvre des conditions de débat, mais moi sans cesse, je me dis, je vais pas dire non plus à Isabelle, ça me semble pas intéressant. Tu t'as dit que t'as eu 2 maîtres de... Le premier, c'était un type qui t'enseignait le graphisme. Oui, ouais, qui savait, qui était quelqu'un qui faisait de la typo sans ordinateur. Ouais. Qui était vraiment quelqu'un qui faisait du graphisme et du dessin à la main, qui était un grand maître à dessiner, ce qui était confortable, et je le vois bien, c'est une génération de gars qui est complètement autodidacte, mais vraiment génial. On était 2 à avoir été formés par lui, j'ai pu travailler dans son studio au tout début de mon parcours d'éditeur, j'ai pu faire mes premiers fanzines, la nuit, il me dit le jour bossez pour moi, la nuit vous faites vos trucs à vous, et il disait tout le temps, mais vous allez faire des milliards vous allez dépasser ce que je fais, vous allez faire des milliards de choses, mais il me serait jamais venu à l'esprit, d'une quelconque manière que ce soit, de me comparer à lui. Mais il y avait un énorme confort à pas avoir à se comparer. Oui, c'est... Et pour moi, c'est un confort, c'est un truc qui est différent. C'est pas tellement la question ne se pose pas, quoi. Et donc c'est de ça que je parle d'un rapport axiomatique ou un rapport abstrait. Le maître, c'est la figure abstraite qui n'a pas d'équivalent avec toi. Mais si tu le retrouvais aujourd'hui, il est vivant encore. Je pense qu'il est vivant encore, mais il est pas très vivant. Si tu le recroisais, tu pourrais débattre avec lui. C'est pas la question de débattre, c'est la question de dans quelle mesure tu considères que ce qu'il veut bien te donner repose sur un dispositif. En fait, je crois que c'est le dispositif de pensée. Repose sur le fait que... Tu sais, c'est marrant parce que moi, c'est un truc que j'ai retrouvé très étrangement, et c'est pas étrange du tout, hein, avec mes étudiants asiatiques aux Beaux-Arts, qui ont vraiment un rapport de maître. Donc, moi, c'est mon professeur, tout ça. Donc là, j'ai des étudiants qui maintenant font des carrières d'artistes pour certains même plutôt des beaux parcours. Et notamment une étudiante, quelqu'un voilà, que j'ai beaucoup suivi, qui est elle coréenne. Et elle, à chaque fois qu'on fait un rendez-vous, là, on se voit quand même, je suis son travail, elle me dit, voilà, c'est Olivier, mon professeur. Et cette notion-là, elle est assez drôle, mais parce que c'est quelque part, c'est de loin la personne à laquelle j'ai donné le plus d'opportunités. En fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que la position du maître, si tu crées le dispositif, c'est là que tu reçois le plus. C'est aussi simple que ça. Moi, le type d'informographiste, il m'a tout donné ce qu'il avait parce que j'étais dans une situation de recevoir, en fait, on créait communément une situation de transmission dans lequel il avait rien à me prouver, mais un désir dingue de me donner. Et moi, en étant enseignant, je me suis rendu compte que effectivement, parce que la société est ce qu'elle est, parce que la vie est ce qu'elle est, si tu veux transmettre de manière tranquille, t'as pas envie de te prendre 10 000 ans la tête avec tes étudiants, quoi. T'as envie de leur apporter les éléments dont ils vont faire leur cuisine, leur histoire. Tu passes ton temps, tout le temps. Moi, je vois, même à mon nez, ça me... j'ai l'impression que tu vois, je sors d'une journée à Split comme j'ai vu à Sciences Po, je trouve ça pas intéressant, quoi. Après, ils disent, ah, super discussion. Je dis, ben non, c'est pas une super discussion. Non, peut-être vous avez l'impression d'avoir dit des trucs, mais c'est naze ce que vous racontez. C'est mauvais, mais moi, je suis forcé de le subir, parce que vos dispositifs que vous proposez, c'est de la mauvaise pensée. Vous enfoncez des portes ouvertes, mais quelque part on est un peu obligé de trouver ça bien. Mais moi personnellement, j'avais dit une fois, j'ai dit désolé, moi ça me fait juste chier, quoi. En tout cas, si pour vous c'est intéressant, c'est bien. En tout cas pour moi c'est pas intéressant. Moi ça m'apporte rien de faire ça. Et d'ailleurs j'avais pas reconduit parce que je dis juste, c'est pas tant que tu veux avoir une position, mais c'est que le dispositif de pensée il est pas bien situé et donc tout est équivalent, quoi. Et on n'arrive pas à dire tiens on va reprendre ça, on va chercher à cet endroit-là. Donc, quelque part, moi, la question, mais là, vraiment, très sincèrement, c'est une question de réflexion qui est pour moi en cours, autour de la question, de la psyché, ou quand tu es psychiste, que ça produit cette espèce d'effet d'équivalence où tout le monde, quel que soit le moment de ta vie et de ton âge, doit être capable de produire, une pensée parce que on a tous des, et donc,
l'exemple, moi je vois quand on est dans une équipe comme ça, tu as quand même des situations où tu sais parfaitement ce qui va se passer, et donc ça crée une espèce de décalage énorme. Et donc si tu dois discuter alors que tu sais parfaitement ce qui va se passer, puis ceux qui sont restés assez longtemps ici, ils ont fini par se dire oui mais nous on joue plus parce que Olivier il a toujours 5 coups d'avance, donc il sait déjà le truc qui va se passer, donc c'est un peu... Mais soit tu acceptes de dire il y a un dispositif qui est comme ça, mais qu'on va discuter de plein de choses, mais par contre, il y a quelqu'un qui va dire, mais écoutez, là, je crois. Soit les gens ont fait un long débat, et il se passe ce que t'as dit, et tu dis, ok, mais bon, moi, juste, j'aurais préféré qu'on parte d'un truc que moi, je savais déjà, parce que j'ai pas besoin de le réexpérimenter avec vous. Vous l'avez appris, mais moi, je l'ai pas appris. Et donc, c'est... En fait, il faut apprendre... Il faut poser la question de ce que le maître apprend. Et sans parler encore une fois, le terme maître a l'air quelque chose de très lourd, mais comme dans le judo, où quand il te corrige, le maître, et je l'ai compris très récemment, il continue à apprendre. Donc c'est pas tant qu'il te transmet un truc qu'il sait déjà, que la manière dont tu vas faire au tenté, lui il aperçoit quelque chose, il dit oui mais du coup là, et donc il est au travail à un autre endroit que toi. Il comprend, il regarde pas les choses de la même manière et du même endroit. Et ça, il est mis lui-même en jeu dans la manière dont il voit une situation toujours nouvelle, parce que ce que t'as compris de ce qu'il t'a dit. C'est parce que lui pensait que tu comprendrais. C'est ça. Et il dit non, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, c'est pas, vous avez dit, il faut faire ABC. Ah non, mais si tu fais ça comme ça. Et il comprend donc qu'effectivement, on peut apercevoir quelque chose. Comme, par exemple, et le judo est intéressant pour ça, parce que c'est un sport qui est quand même fait, pas pour être, c'est devenu un sport de gars costauds, sur le tard, c'est d'abord un sport de défense où on utilise la force de l'autre. Il y a un rapport d'anticipation où chaque mouvement on fait en sorte c'est scénarisé. C'est-à-dire que je vais faire ça, c'est comme un peu un jeu d'échecs, pour forcer l'autre à faire un mouvement qui va le mettre en difficulté, partant du principe, en tout cas avec le judo, dans cet art martial en particulier judo, que l'autre est plus fort que toi et que tu utilises le fait qu'il est censément plus fort que toi pour le battre. C'est-à-dire que tu le tentes dans un usage de la force qui va le piéger à cause de la question de l'élan, le poids, l'équilibre. Tu tentes l'autre, tu l'emmènes sur un terrain où il va se dire bah tiens, je vais exercer ma force, et là en fait tu peux le battre. Dès lors qu'en fait lui, il crée une énergie cinétique qui va le piéger. Donc il y a un rapport comme ça et donc toi tu crois faire quelque chose et lui il dit mais non en fait c'est pas ça l'idée. Et vraiment, quand on est dans les arts martiaux, moi j'ai mon fils qui fait de la capoeira, c'est pareil, il dit c'est pas ça l'idée. Et le maître en capoeira de mon fils, parce que je suis revenu à cette question de maître parce que j'ai vu mon fils faire de la capoeira, et le maître ne fait jamais les mouvements, quoi. Il vient là, ils sont tous, et là et pourtant il dégage l'idée qu'il peut faire tous les mouvements qu'il veut, mais il dit non, c'est pas ça l'idée. Vous n'avez pas compris l'idée. Et tu dis bon il va le montrer, il va faire le mouvement. En fait, il le fait pas. Il recommence, non, c'est pas ça l'idée. Et tu restes, et tu regardes un moment, tu dis, mais à quel moment il va le faire bien pour que le mec voit. Et est-ce que là, ce que tu veux faire, c'est pas ça qu'il faut vouloir faire. Et donc, il est tout le temps en train de chercher, d'avenir l'intention de ce qu'on veut faire, et que l'autre donc fasse une traduction. Donc, c'est pas, je vais te montrer le mouvement et tu vas le faire. Donc là, on n'est pas dans le maître répété après moi, mais bien dans le maître qui construit une situation. Il dit, voilà, allez-y. Et le maître de capoeira, premier truc qu'il dit, mon fils faisait un stage là en Bretagne, premier truc qu'il dit, moi, c'est un Brésilien, un petit gars, il fait 1m50 comme ça. Il dit, moi, je suis pas là pour donner les cours de capoeira, c'est pas qui a dit, j'ai entendu, quelqu'un a dit, c'est chaque mot qui sont dit, j'ai entendu, et puis en fait, il parle du mec qui est prof, en fait, et qui est super fort, et qui est le prof de mon fils. Mais qui est un gars qui a 30 ans, lui il a 55 ans, j'ai entendu prof de capoeira, je suis content d'apprendre qu'il y a des professeurs de capoeira, je sais pas. Et donc, directement, le mec est à côté, dans un vrai rapport de maître, il ne s'adresse pas à lui, mais il dit j'ai entendu, tout ça, j'ai vu des gens qui ont l'impression qu'ils maîtrisent les choses et qui font des choses, on dirait du hip-hop, je sais pas où ils ont été chercher ça. Mais c'est pas ça, moi je suis pas là pour donner un cours, je suis là pour créer une situation. Et il dit ça, le mec, j'ai dit ok. Et moi, je trouve intéressant parce que la question de la situation de pensée, elle ne peut pas fonctionner comme donnée de manière horizontale. Les situations de pensée ne se produisent pas spontanément. Il y a des gens qui ouvragent des situations de pensée, qui deviennent après collectifs. Donc, je voulais qu'on termine sur la question de la parole publique. Donc,
au sujet de créer une situation de savoir, une situation de pensée, situation qui peut être collective, parce que Kiasma est assez connu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai approché les premières fois où je suis venu, comme une situation, c'est un lieu où on vient voir des débats, c'est un lieu où on vient soi-même y participer, et où je trouve, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir les gens eux-mêmes participer au débat. C'est un lieu où on vient observer la circulation de la parole, et parce que du fait de la manière dont c'est foutu, je dirais, c'est un endroit qui est pas très grand, où je sais pas combien on accueille de gens ici officieusement, mais et toi-même tu as une pratique tu animes les débats toujours, et tu as une pratique, et donc moi ça m'a réconcilié avec la parole publique vraiment. C'est-à-dire que quand je venais là, avant de venir là, j'étais dans une idée vraiment en fait, un truc dont je me rendais pas compte, de décrédibilisation du statut de la parole publique, qui était en gros les conditions de vérité de la parole sont dans les circonstances privées. C'est-à-dire qu'on va voir un film, après il y a le blabla, après le film, et on rentre à la maison, et c'est là où on va se dire vraiment les vraies choses, quoi. Et ça me semble, en fait, ça me semble un problème hyper important. Enfin, cette dichotomie, cette séparation privé-public, et l'autre jour, c'est ce truc dont je t'ai parlé là, j'étais à Beaubourg, il y avait donc une spécialiste de la Révolution française, donc en niveau parole publique, je pense que c'est quelqu'un qui s'intéresse à ça. Et on était à Beaubourg, et elle a dit mais il faudrait réapprendre à parler publiquement. Elle a dit ça à la salle. Ça fait vanish. Ouais, voilà, elle avait dit ça parce que les gens étaient silencieux, et en même temps, elle était dans le dispositif Beaubourg. Elle était sur la scène, c'est elle qui avait le micro. Oui, c'est ça. Et bon, il y a quelqu'un qui circule avec le micro, mais moi j'ai toujours envie de parler quand j'ai pas le micro, par exemple. C'est un problème. Donc le temps que quelqu'un arrive et me donne le micro, ça y est, j'ai oublié. Vous voyez, il y a une sorte de fragilité comme ça qui fait que l'espace, la manière, enfin, c'est lié à la fois à la manière de donner la parole, et en même temps à une dimension juste spatiale du lieu. C'est pour ça que Deleuze, je sais pas si on pourra regarder, écouter ça, mais Deleuze par exemple est connu parce qu'il détestait les amphis. Et donc il y a des sur internet, vous pouvez trouver des cours entiers où il parle avec les étudiants de qu'est-ce qu'ils foutent là, et est-ce qu'ils vont, et par exemple ils sont 100 dans la salle, et ils se posent la question est-ce qu'on garde les tables, parce que les tables ça prend de la place, et les gens sont très mal dans la salle, mais lui il leur dit mais moi je peux pas, si on va dans l'amphi, ce qu'on veut faire ici c'est foutu. Je le sais, je suis pas idiot, je le sais que c'est une condition absolument insupportable. Ça me paraît meilleur que les conditions d'amphithéâtre pour ce qu'on veut faire. Et je sais que il y en a qui sont encore plus mal que les autres, mais je sais que tout le monde, y compris moi, je suis affreusement mal dans cette salle. Je dis juste que j'y trouve des avantages, et un certain nombre ici trouvent des avantages suffisants pour souhaiter son maintien. Alors je réponds sans aucune violence, vraiment, et sans aucune provoque, que si quelqu'un trouve que les avantages qui nous sont donnés par cette salle, à savoir un certain type d'intervention, m'éviter ce que je ne pourrais pas faire ailleurs, en amphithéâtre, m'éviter le cours magistral, tout ça, pouvoir dire n'importe quoi, c'est évident. Il n'y a pas le même rapport en amphithéâtre et dans une salle comme ça. Ça peut passer, le rapport ici passe par le malaise. Bon, en amphithéâtre, il peut passer par une gêne abominable, même si on est mieux physiquement. Ou bien par une espèce de désespoir en disant « Bon Dieu, on se retrouve en amphithéâtre. Merde, qu'est-ce que c'est que c'est... » Enfin, il y a plusieurs manières d'être mal. Mais j'insiste sur... Là, je voudrais presque être convaincant, mais pour moi, ça va tellement de soi.
on va en amphithéâtre, je vous assure, tout est changé. Tout est changé. Au nom d'un meilleur être physique, dont je suis même pas sûr, parce que les amphithéâtres à Vincennes, ce sont des cercueils. On n'y est pas tellement bien. Tout sera changé, y compris et surtout dans la nature même de ce qu'on fait. Et donc, je voudrais savoir, en fait, c'est que la parole privée, elle est, je dirais, elle est inconditionnelle. C'est-à-dire que, généralement, qui dit parole privée dit l'amitié. Et en fait, la question de la parole publique, c'est de pouvoir justement être en relation avec les gens qui ne sont pas tes amis. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure sur être en relation avec des gens qui font la même chose que toi, mais dont les raisons pour lesquelles ils le font sont extrêmement différentes. Et pour être en relation avec des gens qui ne sont pas tes amis, ça demande, c'est généralement ce qu'on expérimente dans le travail, c'est-à-dire l'activité socialisée en fait. La parole publique, c'est une affaire de mise en place de certaines conventions, de certaines conditions, et on a souvent en fait, c'est ces conventions-là qu'on supporte plus souvent. Et donc, en fait, juste une question, c'est toi-même, tu pratiques beaucoup tu évolues à l'intérieur de situations quand tu animes les débats, je disais un peu comme un musicien qui ne joue plus que sur scène. Voilà. Mais je voudrais savoir un peu comment, je sais pas si tu pouvais nous dire un truc par rapport à comment ça a évolué pour toi ce rapport à la prise de parole et comment est-ce que tu évalues, et on revient, ça rejoue cette question de la bienveillance sur comment est-ce que tu vois dans une soirée comment comment prend forme cette circulation de la parole dans un débat? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, mais qui sont assez, pour moi, importantes parce que elles sont, pour certains, des moments, fondateurs. Déjà, pour moi, la parole collective et donc dans un espace public, en dehors de la sphère privée, c'est une forme. Ça revient à ce que je disais au départ de la notion de l'ouvrager et qui est pour moi un truc très très important, c'est-à-dire que il y a des situations qui demandent à être ouvragées, même à leur marge, un peu travaillées. C'est pour ça qu'en fait on peut aussi tomber dans de la parole publique un peu informe et un peu ça part en tous les sens, etc. Et c'est finalement assez café du commerce. Moi, mon soin principal, c'est que ce soit travaillé. Et le travailler en donnant le moins possible l'aspect du travailler. Pour moi, de ce point de vue-là, je rejoins dans ce moment particulier, je pense, la pratique des artistes qui m'intéressent, c'est-à-dire toi et d'autres qui tentent de faire des formes qui ont l'air de venir d'elles-mêmes, et ce qui nécessite beaucoup d'ouvrage. On est forcé de s'employer beaucoup à fabriquer des choses qui ne paraissent aller d'elles-mêmes. Donc la discussion publique est une chose qui demande un certain travail et qui doit, pour être opérante, que ce travail disparaisse, ne se voit pas. Ou ne se voit qu'à la marche. Où les gens se rendent compte après coup, se dire mais il y a un truc qui fait que là ça a pris mais ils ne savent pas quoi. Ça c'est évident. Après, moi, le point de départ de ça, et là tu touches un truc assez juste dans ce que tu dis, c'est que c'est, pour moi, le travail, centrer mon travail sur la parole publique, parce que je peux te dire en gros que c'est le cas, c'est la première impulsion, c'est fuir en fait. Ça paraît dingue de dire ça, mais bon, je suis assez sincère là-dessus. Copains. C'est fuir la parole amicale. J'ai très peu, moi, au quotidien, de contexte de discussion, de parole amicale. J'ai des amis, mais la parole dans le cadre amical ne m'intéresse pas. En termes, si je parle d'un intérêt, comme j'ai un intérêt pour la parole et pour la recherche, c'est-à-dire l'amitié m'intéresse et je préfère qu'il se passe dans des relations même physiques, tout ça, on fait la bouffe, tout ça. Mais tout ce que empêche la relation amicale dans l'intensité de la parole, c'est ce que j'ai fui à un moment donné où, à un moment de ta vie, tu bois des coups tard avec des copains une fois, deux fois, 1000 fois, et moi, par le soir même ou parfois le lendemain, j'étais extrêmement mal de
l'absence d'intérêt de ce qui avait été raconté au fil d'une soirée. Je trouvais ça vraiment une perte de temps, et la fondation de Kiasma vient de ça en fait. Vient en fait d'un moment donné de trouver un autre espace dans lequel on va créer d'autres relations qui ont de la bienveillance, mais ce que l'amitié peut tuer dans la possibilité d'une qualité de la recherche dans la parole. Ça c'est évident. Après, pour moi, la question aussi de la parole publique, si on la met dans un espace, si ce n'est en opposition, en tout cas à la place d'un autre côté par rapport à la question du travail d'écriture, qui est pour moi une parole aussi, mais qui n'est pas publique, donc qui a une autre temporalité. La parole publique, elle a une dimension, comment dirais-je, sans filet, donc elle a une dimension de performance. J'aime pas dans le mot performance ce qui peut renvoyer à la notion de performance, c'est-à-dire de réussir à faire un truc performant, réussi, qui serait hors de l'ordinaire, mais juste l'idée que ça se passe maintenant et qu'il faut sans cesse courir après soi-même. C'est-à-dire une parole lancée en public, elle est toujours devant toi, et t'es toujours en train d'essayer de la rattraper. Elle est dans cette espèce de jet, quoi, qui peut ne se corriger. Comme je sais plus, c'est John Cage, il disait, quand vous chantez, vous êtes là. C'est ça, tu peux pas, il y a pas de report. Et c'est ça, la parole publique, c'est qu'on est là, à un moment où on dit quelque chose, on est là, quoi. Il y a pas de report, et il y a un retard, au contraire, parce qu'on est toujours en retard sur sa parole. Moi, j'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de courir après ce qu'on est en train de dire. Donc ça m'intéresse. Et de ce point de vue-là, je dirais que il y a une chose qui est là-dedans et qui est pour moi fondamentale et qui est effectivement un exercice de dissimulation. Là, on rejoint, et peut-être on conclura par cette histoire de Mandrake. C'est en fait la parole publique repose sur une chose principale, que la parole dissimule, c'est l'écoute. En fait, on peut être bon à ça que si on est capable d'hyper bien écouter tout ce qui se dit et sans cesse faire en direct des effets de liens, de croisements. C'est comme si on écrivait un truc en direct avec la parole des autres. C'est pour ça que toi, ce qui m'avait frappé beaucoup dans ta pratique, c'est que j'ai vraiment l'impression que t'apprends de ces moments-là. Moi, j'ai un peu eu cette expérience-là aussi ici. Et que c'est pas uniquement un moment d'exposition qui serait un moment de mise en comme s'il y a quelque chose qui serait ouvragé dans l'atelier, qu'on mettrait en lumière, donc public-privé, et qu'il y a plus cette séparation. C'est un moment où c'est comme tu disais pour l'exposition au départ. Le moment là est le moment où la pensée se forme, et là, de ce point de vue-là, effectivement, moi, je me suis énormément intéressé à ces paroles publiques des années 60-70, mais de Deleuze à Lacan, comment l'exercice de la pensée est un exercice aussi qui se fait dans le moment. Et de ce point de vue aussi, pour moi, c'était pour résoudre un des paradoxes, d'un des paradigmes de l'art qui pour moi se résout en tout cas très bien dans ces formes-là, c'est la question théorique par rapport à la question pratique. Moi, je considère être un théoricien toujours dans la pratique. C'est-à-dire que mais par contre, j'ai un grand intérêt pour la question des théories si on les prend comme des objets ouvragés, si on s'y intéresse, non pas dans cette perspective très abstraite qu'elles peuvent avoir dans un héritage philosophique vers le système de l'art, mais plutôt des théories artistes, c'est-à-dire des théories qui sont ouvragées comme des œuvres, et donc qui répondent aussi à une manière de les fabriquer qui n'est pas en fait le système philosophique classique. Alors, donc, je voudrais juste terminer par qu'est-ce que dissimule tu as parlé de dissimulation, avec Mandrake a disparu. Qu'est-ce que dissimule la parole publique? Une dernière question c'est quoi la pensée artiste? Tu as dit théorie artiste, tu as une expression que tu emploies souvent, pensée artiste. Donc il y a ces deux choses. Il y a deux choses là. Bon, pour la prestidigitation et donc le magicien, c'est un art qui est finalement extrêmement simple et qu'on peut résumer au fait qu'il faut faire regarder les gens autre part que l'endroit où ça se passe. La parole est toujours un truc qui dissimule l'écoute. Ah oui, l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, tu écoutes les gens en leur parlant. Ce qui peut paraître, mais ce qui demande une grande acuité, c'est un truc aussi épuisant parce qu'il faut être extrêmement à l'écoute. Ce qui fait échouer dans un débat public, c'est des gens qui vont faire une intervention alors qu'ils n'ont pas écouté ce qui a été dit avant. C'est-à-dire qu'ils avaient leur idée. Ils disent, moi j'ai un truc, bon c'est ni une question, c'est ni une remarque, ça n'a pas à voir avec ce qu'il y avait avant. Il faudrait pouvoir les arrêter.
Même si ça n'a pas à voir avec ce qui vient de se dire, je trouve pas ça intéressant. Moi, je trouve qu'il faut que ça ait à voir, t'avais ton idée, mais d'un coup, une chose s'est passée. Dans quelle mesure tu as été à l'écoute de ce qui s'est passé avant que tu prennes la parole? Et dans des débats sur des cinémas, des fois, moi, je suis désespéré des gens qui cassent complètement une dynamique qui se construise avec une espèce de remarque, pour moi, c'est criminel, quoi. C'est-à-dire que tu casses vraiment pour ta remarque de merde. Et moi, je considère qu'encore une fois, toutes les paroles publiques ne se valent pas, c'est pas ça. La question d'espèce d'extrême équivalence, tout le monde a des idées sur tout, etc. Oui, mais si tu n'as pas d'écoute des autres, ton individu, c'est juste un poison pour la communauté. L'individu, il est important parce qu'il appartient à et donc, effectivement, un autre point de vue qui vient sur une chose, qui vient contrer, amener et tout, ça montre que l'individu, il est alerte et il est avec les autres, mais il est singulier. Mais l'individu qui parle de ça alors qu'on parle de ça, c'est moi, l'aspect de l'individu qui ne m'intéresse pas. Si tu n'es pas en présence des autres, t'es pas, moi je m'en fous de ton opinion. Et donc la parole dissimule l'écoute, c'est ça que tu as dit? Après il y a une stratégie, c'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir réfléchir à ce que tu viens d'entendre, il faut gagner du temps, et pour gagner du temps, il faut parler. Quand tu parles, tu fais souvent des cercles, j'ai remarqué, à un moment, on sent qu'à un moment, parfois on est un peu perdu, mais on sent que tu tiens Après, tu trouves parce que d'autres gens mettraient des silences, là où toi tu mettrais des mots. Dans leur économie verbale, je dirais. Ouais, mais là, on est plus proche de la philosophie, c'est-à-dire que tu es à l'os, et moi, je suis quand même très lié à la question de la pensée artiste pour t'y répondre, qui est une pensée des formes. Et donc là, la question de la parole, comme forme aussi en tant que telle, le philosophe, lui, il tente d'avoir une chose qui n'est pas une forme, qui est un sens, qui tend vers la possibilité abstraite d'avoir le sens et que le sens. Et donc, il fait gaffe, quoi. Il dit pas de mots en trop. Moi, je sais pas pour cette optique-là. Moi, je suis dans l'optique que la pensée, elle vend autant que dans sa situation d'apparition. Donc, tu vas voir le tourbillon et puis une idée peut-être que toi-même tu dis ah tiens, mais du coup, elle vient avec un geste qui est une sculpture sonore, qui est une situation, elle vient aussi avec une blague à un moment donné, un philosophe, c'est des gens qui sont hyper à l'os sur le mot, le sens du mot, ses facettes, c'est moi c'est un truc pour lequel j'ai une certaine admiration, c'est pas le problème, mais c'est un autre métier pour moi. Pour moi le geste artiste, c'est un geste qui a plus de générosité et qui laisse toujours l'idée que le résidu, la forme, la chose non désirée est une partie du sens. Que le sens n'est pas uniquement dans ce rapport au mot, tu sais, très radicalisé dans la philosophie. Que moi, la philosophie, c'est un champ que je trouve qui est vraiment à l'os, qui a cette qualité-là et qui a ce défaut-là. Tu vois, il y a quelque chose de... C'est pour ça que j'aime pas quand les artistes s'engagent trop directement sous l'auspice de la philosophie, puisqu'ils perdent en fait justement le seul outil qu'ils ont, qui est l'autre truc. Et qui n'est pas justement à se mettre sous le niveau. Pour moi, la pensée artiste vaut la pensée philosophique. Elle est simplement d'une autre nature. C'est une autre manière de se dire les choses. Et elle va s'exprimer dans des images, dans des formes, dans des paroles. Pour l'exposition d'Ismaël, j'avais employé le terme de... en fait, ça vient de Deleuze, mais c'est le truc sur la question de la trahison. À un moment où tu te trahis, c'est là où tu dis quelque chose. Et c'est là où... Et je trouve que la circonstance de parole publique, souvent, permet les expériences moi que j'ai eues ici, c'est de pouvoir entendre quelque chose que je n'aurais pas su écouter dans d'autres circonstances. Et du moment où le fait de dire quelque chose en public fait qu'on l'entend différemment. Oui, après moi je pense qu'il y a aussi cette espèce d'idée de comment on approche les choses. Si on va définir des gestes, effectivement moi je suis dans un système de pensée circulaire, puisque ce qui m'intéresse, c'est comment la périphérie dessine les objets. C'est-à-dire que moi, je fais un qui travaille dans la contreforme des choses. C'est-à-dire, c'est comment les continents dessinent la carte des océans, qui est aussi une thématique importante pour moi. C'est-à-dire un rapport d'inversion, au lieu de penser le monde comme un ensemble de continents posés sur des mers, c'est penser plutôt les continents comme dessinant une carte des mers, et alors qui regarde cette carte, quoi. De ce point de vue-là, pour moi, il y a donc cette espèce d'idée aussi, de la bienveillance peut-être désirée, ça voudrait dire aussi... peut-être désirée. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut qu'essayer de chercher à ses marges, et en dessinant en contreforme l'endroit lui-même. Mais l'endroit ne peut pas être nommé, l'endroit ne peut pas être nommé, en fait. Moi, je m'intéresse, et tu le sais, à cette question-là de ce qui est nommé, ce qui n'est pas nommé, et comment, avec les mots,
ne pas opérer des saisies, ce braconnage-là qu'a la philosophie très fort, hein, tu vois, ce espèce de truc comme ça, c'est celui-ci et pas un autre. Saisie directe. Voilà, on l'attrape et là c'est plutôt on le dessine par le bord comme un sens, comme tu vois avec l'exposition de François, parce que celle-ci est ici aujourd'hui. Il y a un très beau tourbillon. Oui, mais il y a aussi cette idée que ce que ça veut dire, cette histoire-là, tu vois bien que ça se dessine par un ensemble de périphéries et d'éléments circulaires, d'où monte un sens. Et leur femme a l'idée de faire monter le sens, quelque chose qui est pour moi très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as un ensemble de pressentiments, d'intuition, d'indices, d'ailleurs qui ne viennent pas que de toi, mais aussi d'autres gens à qui t'as un sentiment, et tu crées les conditions du piège. Tu crées les conditions du piège pour que quelque chose, mais quelque part la chose pourra survivre parce qu'elle n'est jamais nommée.